à tous, bienvenue sur ce plateau du champ des possibles de l'opinion. On est ici au village Semences Sémaé et je suis très contente aujourd'hui de recevoir Céline Imard. Céline, vous êtes agricultrice céréalière, vous êtes aussi multiplicatrice de semences. C'est cette partie de l'agriculture que le grand public ne connaît pas très bien mais qui est absolument essentielle. Et puis vous êtes aussi porte-parole de Intercéréales, c'est l'interprofession des céréales qui réfléchit aux grands enjeux du secteur. Céline, aujourd'hui, j'avais envie avec vous qu'on dézoome l'image agricole. On est en train de se focaliser sur beaucoup de petits sujets, enfin qui sont des sujets importants, mais qui sont quand même des sujets un peu techniques. Et on oublie le plus important, c'est-à-dire l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut faire avec notre agriculture? Et puis après, on réfléchit aux moyens. Mais qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit faire avec notre agriculture française? Alors effectivement, on voit que les interlocuteurs qu'on peut rencontrer, aussi bien le grand public que les politiques, parlent d'enjeux, mais souvent en silo. C'est-à-dire qu'ils ont des questions à propos de l'eau, à propos des phytosanitaires, des moyens de production, mais ils s'interrogent très peu sur une vision systémique. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse communiquer sur qu'est-ce que la société et qu'est-ce que les pouvoirs publics attendent de notre agriculture. Est-ce que c'est la thématique de souveraineté? Est-ce que c'est la thématique de résilience face à des enjeux écologiques? Est-ce que ce sont les deux réunis? La question, c'est qu'est-ce que c'est que la souveraineté alimentaire? Qu'est-ce que c'est que l'autosuffisance alimentaire? Comment est-ce qu'on départage tous ces concepts? Et à votre avis, comment est-ce qu'il faut les penser, ces concepts-là? Alors aujourd'hui, effectivement, on se retrouve aussi face à une autre problématique, c'est que sur les concepts qui guident la vision qu'on donne ou la trajectoire qu'on donne à l'agriculture, notamment de la souveraineté, il n'y a pas de définition qui existe de la souveraineté alimentaire. Donc face à différents interlocuteurs, qu'ils soient donc les pouvoirs publics ou le grand public, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui nous disent attention, la souveraineté alimentaire, ce n'est pas l'autosuffisance et ce n'est pas l'autonomie. Et donc, je leur prends un exemple toujours très simple. Je leur dis, est-ce que le fait que l'Union européenne importe tous les ans, enfin cette année, 25 millions de tonnes de maïs traités avec de l'atrazine, OGM, en provenance du Brésil, est-ce que ça, pour vous, c'est la souveraineté alimentaire ou pas? Et on a des réponses absolument variables. Ce qui montre bien que sur la définition même de la trajectoire et de la vision d'ensemble, tout n'est pas consensuel. La souveraineté alimentaire, on pourrait le définir comme la capacité d'une nation à choisir ses dépendances, à choisir son destin alimentaire, à cultiver ses points forts peut-être. Selon vous, quels sont les points forts sur lesquels le système agroalimentaire français, agricole français, doit et peut s'appuyer? Les points forts, c'est que la production n'est pas antinomique avec la qualité. C'est que la production n'est pas le productivisme. C'est que la production aujourd'hui n'est pas antinomique avec les enjeux des attentes sociétales, les enjeux du défi écologique, environnemental et de la résilience face au changement climatique, et n'est pas antinomique avec les équilibres économiques des acteurs des filières. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture passe par les filières. Et est-ce que l'Europe, dans ses plans pour l'agriculture à 2030-2050, a bien conscience de ces enjeux? L'Europe est une juxtaposition d'États, de politiques et d'instances de décision où quelquefois la vision stratégique n'a plus cours. Si j'en prends l'exemple de la PAC est née donc en 1957 avec le traité de Rome, avec des objectifs extrêmement clairs et avec une vision, avec une politique qui est d'assurer la sécurité alimentaire du continent européen, d'assurer un revenu aux agriculteurs et de pouvoir réguler les marchés pour que l'agriculture soit une politique fondamentale et une arme de paix en Europe et à l'extérieur des frontières. Aujourd'hui, ces objectifs fondamentaux ne sont plus vraiment présents dans la PAC, qui est devenue une série, le résultat de consensus entre diverses parties prenantes et où c'est le plus petit dénominateur commun qui permet aujourd'hui la continuité de cette politique. Mais dans la PAC, PAC, on a perdu le P de politique. Oui. On a aussi parfois perdu un peu le A de agricole. Oui, et peut-être aussi qu'il faudrait y rajouter un A qui est celui d'alimentation, parce que le A de agricole dans la PAC est assez déconnecté de la partie alimentation. Au final, le consommateur a le choix dans ses actes d'achat. On est sur des marchés, et donc il faut aussi reconnecter à la fois la vision politique, mais reconnecter l'agriculture avec la problématique alimentaire. Et ça, comment on fait? Parce qu'on le voit bien, nos concitoyens achètent une nourriture qui est abondante, qui à une époque très récente était pas très cher, bon marché. Bon, là, ils sont frappés de plein fouet par l'inflation et ils s'interrogent sur le coût de leur nourriture. Comment est-ce qu'on fait pour rattacher nos citoyens à ceux qui produisent leur nourriture et à réinscrire cette problématique dans un ensemble beaucoup plus global, c'est-à-dire collectivement, où est-ce qu'on va?
Alors ça, c'est à nous de faire un travail, je pense, avec des relais d'opinion, avec des journalistes, pour expliquer que l'agriculture n'est pas une juxtaposition d'enjeux, mais qu'il y a une vision systémique. Quand on parle agriculteur, quand on parle protection de l'environnement, moyens de production, on parle de filière, on parle de collecte, on parle de transformation et on parle de produits finis. Donc aujourd'hui, c'est à nous de mieux expliquer vraiment la chaîne de valeur de cette filière et le fait que si on supprime des facteurs de production, ça a une conséquence derrière sur toute la chaîne, tous les emplois, toutes les usines. Il y a aussi une problématique générationnelle. C'est qu'on sait que les agriculteurs ont longtemps été en lien avec la population parce que tout le monde avait un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère qui était dans l'agriculture. Aujourd'hui, on se retrouve avec une génération, notamment des 18-35, qui est déconnectée du monde agricole. On a certains jeunes qui ne savent plus que la bière, c'est fait à partir d'orge, qui ne savent plus donner un nom, identifier les filières et identifier les réalités et le lien entre l'agriculture et l'alimentation. Et là, c'est à nous aussi de nous mobiliser en tant que filière, en tant que producteurs, pour leur redonner cette vision systémique et nous reconnecter à cette génération-là. Oui, vous parliez tout à l'heure des conséquences. On supprime un moyen de production, on se rend compte que ça a des conséquences en chaîne, mais généralement, dans les récents exemples qu'on a, par exemple les néonicotinoïdes sur les betteraves, tout le monde était à peu près d'accord sur le constat initial, il vaudrait mieux s'en passer. Simplement, on l'a fait sans beaucoup de préparation et on s'est rendu compte qu'on avait mis en danger toute une filière. Mais on le découvre après coup, alors que quand même tout le monde alertait. Comment est-ce qu'on fait pour tirer dès la définition des politiques publiques des chaînes de conséquences pour choisir ou pour prévenir en tout cas les dégâts inattendus ou qu'on fait semblant de découvrir à la dernière minute? Comment est-ce qu'on fait pour changer le processus, de la politique publique, de la détermination de la politique publique? Il y a un équilibre qui est très délicat aujourd'hui entre la décision politique, qui est assez dispatchée, entre le gouvernement, entre le rôle des parlementaires, entre ce qui se passe à Bruxelles aujourd'hui, où les parlementaires et la Commission ne sont pas toujours alignés. Il y a vraiment un équilibre qu'il est difficile de trouver entre ces différents responsables politiques à divers échelons et les administrations. Et en France, nous avons aussi un système d'agences indépendantes. Donc là, on l'a bien vu sur le S-métolachlore, qui est aussi un sujet assez similaire. Alors attendez, il faut qu'on explique un peu de quoi il s'agit, parce que là, le S-métolachlore, c'est un herbicide qu'on utilise notamment dans le maïs, dans les grandes cultures, qui sert à lutter contre les graminées qui font concurrence aux plantes. Est-ce que c'est bien? Oui, c'est ça, exact. Surtout à la levée, mais c'est aussi pour le tournesol, c'est aussi pour une problématique pour le soja, pour toutes les cultures de printemps, je crois aussi pour la pomme de terre ou la betterave. Donc c'est vraiment un herbicide aujourd'hui qui est une des seules solutions qu'on a sur le fait que quand on sème une plante et quand elle va lever, s'il y a d'autres concurrents qui lui passent par-dessus, elle n'a plus accès à la lumière, elle n'a plus accès à la nourriture, elle n'a plus accès à l'eau. Donc voilà, c'est un moyen qui permet à la culture de lever, de naître et de grandir. Et donc là, sur ce sujet, on a typiquement une décision franco-française d'une agence indépendante. Ouais, qui juge donc le profil toxicologique de cet herbicide pas terrible, ce qui est objectivement le cas. Bien mais sûr. Il n'y a pas d'alternative prévue. C'est-à-dire que faire sans, on jette un peu les dés en l'air en voyant comment ça va retomber, quoi. Tout à fait. Et puis surtout qu'il ne se calque pas sur l'agenda de son homologue européen, l'agence sanitaire au niveau européen qui est l'EFSA. Et donc il prend des décisions avec des profils d'évaluation et d'interdiction qui sont déconnectés de ce que fait son double au niveau Bruxelles et au niveau Union européenne. Et forcément, ça fait une politique qui boite. Ça fait une politique qui boite, mais c'est surtout que cette agence-là, depuis une loi qui a été prise du temps du ministre Le Foll, a aujourd'hui toute la responsabilité de la décision basée sur des faits scientifiques sans arbitrage politique. Donc on a aujourd'hui le politique et l'échelon politique qui s'est dessaisi du pouvoir politique, où au lieu de regarder un seul facteur, de raisonner en silo, on raisonne systémique, on évalue un impact, on évalue s'il y a une trajectoire de transition, des solutions qui sont proposées. Et tout ce travail-là, en fait, n'est plus possible parce qu'on a une agence qui prend une décision franco-française simplement sur une vision, un silo, sur son champ de compétences. Et donc, effectivement, c'est l'éternel problème. Comment on fait? C'est que c'est un maillon de décision entre le pouvoir politique, les agences et les administrations, où il est extrêmement difficile de trouver un chemin de rationalité. C'est intéressant parce qu'on a l'impression de vivre dans le monde agricole ce qu'a vécu le monde de l'énergie depuis 10-15 ans, c'est-à-dire des politiques qui ont l'air un peu tracées sur un coin de table. On fixe des objectifs de réduction, par exemple, de 50% de la part du nucléaire dans le mix.
On se rend compte 10 ans après que ça pose d'énormes problèmes, qu'on a parié sur des renouvelables qui sont pas encore au point pour prendre le relais, qui nécessitent des fossiles. Et les responsables politiques de l'époque sont un peu obligés de se justifier, mais c'est pas de leur faute. Alors comment est-ce qu'on est en train de vivre la même chose dans le monde agricole et est-ce qu'il faut alerter dès maintenant ? Bien sûr, il faut alerter dès maintenant. L'agriculture est une agriculture aujourd'hui où on nous parle de transition, sauf que la transition, on l'a déjà amorcée. On a déjà commencé à passer les vitesses et on essaie de réclamer ces moyens d'accélérer et de continuer dans cette transition. Mais on a besoin de vision, comme sur le nucléaire, comme sur une politique énergétique. Une politique agricole et alimentaire, c'est une politique stratégique. Parce que c'est une arme de paix, mais c'est aussi un moyen d'assurer la souveraineté de notre pays, de nourrir nos concitoyens, de répondre aux défis écologiques. Sachant que l'agriculture et l'alimentation sont stratégiques, il faut avoir une vision avec des politiques, des réglementations qui s'appliquent en chaîne, mais qui ne changent pas toutes les 5 minutes. Si les filières agricoles n'ont pas la capacité d'évoluer dans un cadre réglementaire non mouvant, c'est extrêmement difficile de s'adapter derrière aux attentes et aux trajectoires qu'on s'est fixées. Je prends l'exemple de l'amidon. Aujourd'hui, si il y a une politique publique qui dit pour X raisons, il faut passer de l'amidon de blé ou de l'amidon de maïs à un autre type d'amidon, une amidonnerie, c'est 100 millions d'euros. Oui, ça se prévoit un petit peu à l'avance. Et c'est pour 40 ans qu'elle va fonctionner. Donc derrière, les amidonniers qui fournissent nos hôpitaux sur les débouchés pharma avec les poches de glucose, qui fournissent les valorisations sur la cosmétique, sur les plastiques, sur les couches pour bébés, sur les dentifrices, sur les gels hydroalcooliques. On a des gens, des hommes et des femmes derrière. On a des usines, on a des emplois, on a des filières territorialisées qui donnent de la valeur à nos territoires. Donc on ne peut pas changer toutes les 5 minutes. Ce sont des investissements, des savoir-faire, de la formation aussi des jeunes qui arrivent. Donc c'est une politique publique qui se pense à 40 ans. Et ce temps long dont nous avons besoin, parce qu'on n'a qu'une récolte par an et que les filières qui sont derrière, ce sont des investissements et des formations très lourdes. On a besoin d'avoir cette visibilité sur le long terme. Et le long terme n'est pas toujours le temps du politique. On doit rappeler que la puissance agricole française, ce n'est pas un acquis, ça n'est pas tombé du ciel. Ce sont des années et des années de travail dans l'après-guerre en France. Mais on est arrivé à un objectif et on a l'impression qu'on laisse un peu filer les choses. Est-ce qu'il est encore temps de rattraper, d'alerter Est-ce que la guerre en Ukraine, par exemple, les épidémies de Covid qui ont déstabilisé les chaînes alimentaires doivent servir de système d'alarme? Et est-ce que vous pensez que dans la population, cette idée-là commence à faire son chemin? C'est extrêmement difficile à quantifier, mais effectivement, quand on a des crises comme celle qu'on traverse, le Covid, la guerre en Ukraine, je pense que ça remet les problématiques agricoles et alimentaires un petit peu dans le spectre d'attention des Français. Après, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir se servir en fait, de ces crises pour montrer nos enjeux de manière systémique. Le rôle d'alerte, bien sûr qu'il est encore temps d'alerter, mais on a quand même, la base des filières agricoles, c'est la production. Quand on voit qu'on a perdu 100 000 exploitations en 10 ans, la question se pose de savoir, est-ce qu'on continue ce plan social, parce que c'est un plan social qui ne dit pas son nom? Est-ce qu'on arrive à redonner de l'attractivité à nos métiers, de la viabilité économique, de la vivabilité, pour derrière continuer à représenter ces filières? Disons que je pense que le pas de temps, là, on est un peu dans l'urgence. Vous êtes une jeune agricultrice. Qu'est-ce que ce serait le message du monde agricole pour dire aux jeunes générations, on s'est un peu éloigné, mais il y a des opportunités à saisir, on a besoin de vos bras, de vos compétences, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes générations pour leur dire, rejoignez le mouvement agricole parce que c'est crucial. Et puis c'est aussi être un acteur important des transitions et de l'élaboration des solutions face aux grands défis climatiques, de la biodiversité. Alors il y a des choses qui font peur aux jeunes générations aujourd'hui. On ne le voit pas que sur l'agriculture, mais ils ont besoin d'avoir, ils souhaitent avoir un salaire ou avoir une rentabilité économique qui corresponde à leur investissement en heures. Ce n'est pas toujours le cas sur les exploitations. Et ils souhaitent aussi être rassurés en termes de vivabilité. Les week-ends, les vacances, avoir une vie un peu plus normale et connectée au reste des citoyens. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles ils s'interrogent. À côté de ça, on a un atout très important, et vous le disiez à l'instant, ce sont des métiers qui font sens. Et aujourd'hui, on a, avec le Covid, des générations où on a vu qu'ils étaient en quête de sens par rapport à leur métier, à leurs horaires, au travail en open space. L'agriculture et l'agroalimentaire et toutes les filières agricoles offrent des métiers qui font sens,
Alors ça ne suffit pas, mais le fait de se dire on se lève tous les matins pour nourrir leurs concitoyens, leur fournir de l'énergie, leur fournir des matériaux d'isolation, leur fournir de l'amidon pour les débouchés pharmaceutiques, pour les couches, pour le gel hydroalcoolique, contribuer au bien-être, au mieux-être de la société et aux défis qui sont à la fois économiques, écologiques et territoriaux, ce sont des choses qui font sens. Donc oui, on a des beaux métiers et il faut savoir travailler sur les autres aspects d'attractivité que je vous ai mentionnés. Mais cette quête de sens, ces métiers qui font sens, aujourd'hui, on est quand même un vivier de métiers qui peuvent attirer les jeunes. Si on réfléchit à l'agriculture de façon prospective mais rationnelle, comment est-ce que vous l'imaginez, l'agriculture à l'échelle française, avec le temps de la transition, le temps de l'anticipation, dans 10 ans, dans 15 ans, où est-ce qu'on en sera, où est-ce qu'on devrait en être si on a bien réussi à remettre les choses sur les rails? Alors, au niveau de l'attractivité des métiers, François Purseigle a publié un livre qui montre les transformations sociologiques du monde agricole. Une agriculture sans agriculteurs, c'est le titre du livre. C'est un titre provocateur, mais extrêmement pertinent, puisque c'est la question qu'on se pose tous. Aujourd'hui, on sait que l'agriculture va évoluer dans sa structuration, dans le fait de pouvoir partager le travail, et donc de pouvoir associer des salariés, de pouvoir faire du travail en commun. Donc, en termes de vivabilité et d'équilibre économique, nos exploitations sont appelées à se transformer. Dans la détention des capitaux aussi. Aujourd'hui, l'agriculture est familiale en France. Mais après, jusqu'à quand ce modèle-là d'agriculture familiale pourra-t-il exercer ? Parce que le foncier, par exemple, ça pèse très lourd sur les épaules des jeunes agriculteurs. Peut-être qu'il va falloir trouver des moyens pour les libérer de ce poids financier, pour leur permettre de penser à autre chose, d'innover plus. Bien sûr, faire de moins de choix financiers. Bien sûr, là, il y a des solutions sur le portage du foncier qui sont imaginées. Il y a des solutions sur la transmission et la fiscalité aussi qui doivent être imaginées pour faciliter la transmission dans le cadre familial et non familial à un jeune. Donc aujourd'hui, il y a des politiques publiques à mettre en place par rapport à ce défi-là. Mais de manière globale, l'agriculture, si elle continue à exister et les filières agricoles à être très présentes, aujourd'hui, ce sont des chaînes de valeur qui doivent être mieux reconnues et valorisées. Les chaînes, ça relie. L'agriculture n'est pas toute seule, il y a des industries derrière, il y a des consommateurs. Il faut bien que tout le monde reprenne conscience que tout ça est lié et qu'il faut rattacher un peu les maillons. Merci beaucoup, Céline Imard, d'être venue ce matin sur le plateau du Champ des possibles de l'opinion. Quant à moi, je vous retrouve demain au même endroit, à la même heure. Et je vous souhaite une bonne journée au Salon de l'Agriculture.